je remercie bien l'association avec Insan Academy pour les efforts de les remettre parce que c'est pas rien. C'est des efforts très importants et il faut du courage pour faire ça. Donc, merci à vous. De Merci rien, aussi monsieur. de m'avoir invité. On a un cours aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous faire un cours sur les compressions médulaires lentes. D'accord? On commence tout de suite. D'accord? Pour les compressions médulaires. Donc, c'est un cours qui semble assez difficile pour certains étudiants, mais pourtant, il est très facile. Dans ce cours, il est important de connaître quelques notions de base qu'on va voir, parce que au cours de vos études, surtout les années d'externat, surtout le système modulaire, vous allez avoir une quantité de cours. Ces cours, vous allez les oublier, bien sûr, au fur et à mesure que vous allez passer les modules. Mais ce qui serait très intéressant, c'est de retenir l'essentiel dans chaque cours, pour ne pas oublier l'essentiel de chaque cours et aussi pour retenir l'essentiel pour répondre aux questions d'examen. Et donc, dans ce cours de compression médulaire, on va aborder c'est quoi une compression médulaire. Il faut comprendre c'est quoi la compression médulaire, connaître les repères anatomiques. L'anatomie dans la compression médulaire, elle est très importante pour connaître non seulement la clinique, mais aussi les étiologies, et afin de nous orienter vers les examens complémentaires. Et donc, les repères anatomiques sont importants sur le plan médulaire, sur le plan vertébral, mais aussi sur le plan anatomo-fonctionnel. Donc, on va faire un bref rappel anatomique après, par la suite. Il faut reconnaître le tableau clinique. Le tableau clinique, il est facile. C'est une triade. C'est un syndrome, on va voir. C'est 3 syndromes qui sont faciles à retenir et qui sont faciles à distinguer. Donc, il faut les comprendre. C'est tout. Et on va voir certaines formes cliniques qui sont associées à ce cours. Aussi, il faut reconnaître certains tableaux qui prêtent confusion à cette compression médulaire, ce qui rentre dans le tableau du diagnostic différentiel. C'est-à-dire que c'est des présentations cliniques qui ressemblent un peu à cette compression médulaire, mais ce ne sont pas des compressions médulaires. Et savoir aussi le diagnostic étiologique pour pouvoir être orienté sur la bonne conduite thérapeutique. Et donc, pour commencer, la compression médulaire, c'est un syndrome neurologique causé par la compression lente de la moelle épinière ou de ses racines. C'est-à-dire ici, il y a la notion de lente. C'est une compression médulaire lente de la moelle épinière et des racines qui sortent de la moelle épinière. Parfois, dans les QCM, on retrouve dans le syndrome de compression médulaire rapide. Donc là, on n'est pas dans le rapide, on est dans le lent. Parce que le rapide, on a les passements vertébraux, les épiduries, les hématomes épidurales. En matière de neurologie, quand on dit rapide, ça veut dire plutôt une cause vasculaire comme l'hématome ou bien des accidents qui sont arrivés d'une manière brutale. Donc, lors de vos questions, lors de l'examen, il faut bien lire. C'est un syndrome, on a le cours de syndrome de compression médulaire lente. Et donc, les compressions médulaires lentes, c'est une urgence, bien sûr, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Diagnostic, pourquoi? Parce que l'idéal est de détecter les signes de ce syndrome de compression médulaire au début. Parce qu'au début, on peut avoir des signes qui sont pas marqués. Et donc, c'est utile d'avoir un bon examen. Et c'est une urgence thérapeutique parce que il faut lever l'obstacle, parce que quand on ne lève pas l'obstacle, on arrive à des lésions irréversibles, comme la myélomalacie, qui est une ischémie médulaire d'origine vasculaire et dont les lésions sont irréversibles. Donc c'est pour ça que c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. La notion de compression, elle est variable au cours. Elle peut durer des années, des mois, et parfois on a des origines qui sont bénignes et parfois des origines qui sont malignes. Et là, la clinique, elle est dominée par 3 syndromes. On a le syndrome lésionnel, le syndrome sous-lésionnel et le syndrome rachidien. Et ça, ce qui est le plus important dans ce cours, c'est qu'il faut comprendre ces 3 syndromes. Pour le rappel anatomique, bon, le rappel anatomique, il est idéal de faire un rappel anatomique par image.
On va lire maintenant le moelle épinière. Elle est constituée de racines et la queue de cheval qui chemine dans le canal vertébral, liquide urmérien, dans le liquide céphalo-rachidien. On va voir ça dans les images. Dans les causes, on va voir des causes vertébrales, intradurales, extramédulaires et des causes intramédulaires. On va les voir après. D'accord? Là, c'est un schéma pour vous faire voir. On a la région ici cervicale, dorsale et lombaire. On a deux ronflements, le ronflement cervical et lombaire. Et là, tout ce qui sort de la moelle, c'est les racines nerveuses qui correspondent à chaque métamère. D'accord? Et là, c'est la racine de la queue de cheval. Là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie médulaire. On appelle la compression médulaire. On est dans la partie plutôt centrale du système nerveux. Donc là, c'est un schéma pour voir les différentes enveloppes méningées. On a, par exemple, la durmère qui est l'enveloppe la plus externe, puis on a l'arachnoïde, et en dedans, on a la primaire qui est en contact avec la moelle épinière. Ça, c'est très important parce qu'on va les discuter dans les diagnostics étiologiques. On a les causes extradurales, intramédulaires, extramédulaires mais intradurales. C'est entre les espaces. Le LCR baigne dans l'espace sous-arachnoïdien, d'accord? Sous-arachnoïdien, ça veut dire entre l'arachnoïde et la primaire, d'accord? C'est là où on fait ce qu'on appelle la fonction lombaire entre le L4 et L5, d'accord? Là, c'est une coupe qui est plutôt transversale. On voit la colonne, la moelle épinière qui est là, la vertèbre, d'accord, la vertèbre médulaire et les racines nerveuses qui sortent. D'accord? On va voir l'intérêt de ce schéma après. Bon, là, c'est un schéma de la moelle épinière. La moelle épinière, comme vous voyez, elle a une substance blanche qu'on voit ici en blanc et une substance grise qui est en forme de H. D'accord? On a une partie antérieure qu'on voit ici par ce sillon ici, les séparés ici, et une partie postérieure. D'accord? On a des vaisseaux, des fibres qui sont descendantes et des fibres qui sont ascendantes. On voit aussi la partie antérieure qui est plutôt responsable sur la motricité et la partie postérieure qui est responsable de la sensibilité. Et donc, l'influx nerveux, quand il rentre, il chemine dans le ganglion spinal, il rentre par la partie postérieure. Et quand on a une fibre nerveuse motrice qui sort de la partie antérieure, d'accord? Là, ce schéma, on voit l'organisation fonctionnelle des voies longues. On a, schématiquement, on voit, pour schématiser un peu, il faut comprendre qu'il y a trois systèmes qu'il faut les maîtriser. Le système moteur et le système sensitif. On ne va pas se brouiller un peu avec le système végétatif. Donc, le système moteur, on a la voie pyramidale, qui est une voie descendante, qui descend, la voie pyramidale, voilà, elle décusse. Décussation, ça veut dire changer de côté. On a les hémisphères ici, le tronc cérébral et la moelle épinière. La décussation, puis, elle rejoint le muscle. C'est une voie afférente. Et les voies efférentes qui remontent, c'est les voies sensitives. D'accord? On a deux types de voies sensitives qui changent eux aussi de côté et remontent vers les aires sensitives responsables. On va voir ça après pour les aires sensitives. D'accord? Là, c'est un schéma pour montrer un arc réflexe, comment ça se passe. On a le récepteur sensitif, il vient par le nerf sensitif et il chemine vers le ganglion spinal, puis il rentre vers la partie postérieure de la moelle, il remonte et le nerf moteur qui prend son origine de la corde antérieure et il va vers les aires, vers le muscle pour le faire marcher. Par exemple, un réflexe, quand on fait avec le marteau réflexe, il prend le sensitif ici et il entraîne la réponse par là. D'accord? Ce qu'on appelle l'arc réflexe. Pour le système sensitif médulaire, la sensibilité médulaire monte par ici et monte à différents niveaux. Là, ce qu'on va voir ici, c'est les deux fibres principaux de la sensibilité. On a la sensibilité profonde
et la sensibilité superficielle. C'est important de connaître les repères anatomiques parce que lors d'une lésion musculaire, c'est les repères anatomiques qui parlent. Donc, dans un premier temps, on a pour la sensibilité lemniscale, ou bien la sensibilité profonde, ou bien la sensibilité cordonale postérieure. Cette sensibilité contrôle plutôt le tact fin et la sensibilité profonde vibratoire, d'accord? Donc, généralement, les deux systèmes sensitifs, ils ont trois relais, d'accord? On a pour la sensibilité profonde ou lemniscale, les faisceaux sensitifs viennent des récepteurs sensitifs. Ils cheminent, on a ici, vous voyez la partie antérieure de la moelle et la partie postérieure de la moelle. Donc, ils viennent, donc, ils viennent de la partie postérieure, ils cheminent vers le ganglion pinal et ils rentrent vers la partie postérieure de la moelle. Et cette sensibilité lemniscale, le faisceau monte directement. D'accord? Le faisceau monte directement et il change de côté au niveau du tronc cérébral pour continuer ensuite vers le thalamus puis les aires sensitifs responsables. D'accord? Donc, je redis ça. Donc, pour la sensibilité profonde ou bien la sensibilité lemniscale ou bien le syndrome cordonal postérieur, et ces fibres vont passer du la partie postérieure, quand ils rentrent dans la moelle épinière, ils montent directement. Ils décussent ou bien changent de côté à la partie inférieure du tronc cérébral, d'accord, pour rejoindre après les aires sensitives. Donc, ça, c'est pour la sensibilité profonde, d'accord? Pour la sensibilité superficielle. Bon, là, la moelle, ici, c'est la partie antérieure. Là, c'est la partie postérieure. Donc, pour la sensibilité superficielle, c'est la même chose. Il rentre par la partie postérieure, dans le ganglion spinal, puis il rentre par la partie postérieure de la moelle, et là, pas comme la sensibilité profonde où il monte directement, il change de côté dans la moelle, directement. Ils font un passage dans la moelle, ils changent de côté, puis montent directement dans les aires sensitives. D'accord? On a vu ici pour la sensibilité profonde, il monte directement, il change de côté ou bien décusse à la partie inférieure du bulbe, mais la sensibilité superficielle, quand on dit sensibilité superficielle, c'est sensibilité thermoalgésique, le froid et le chaud et le tact grossier. Et change de côté au niveau de la moelle directement. Décusse au niveau de la moelle et monte. C'est clair? Donc, en principe, on connaît maintenant le chemin qu'emprunte la sensibilité profonde et la sensibilité superficielle. Pour le pyramidal, j'ai pas discuté tout à l'heure, le pyramidal, ici, il descend des aires motrices, il décusse au niveau, comme c'est un faisceau descendant, il décusse au niveau, il change au niveau de la partie inférieure du bulbe et descend au niveau de la moelle. Donc maintenant, on rentre au but, bien, dans les problèmes. On n'a pas de problème, je pense que c'est facile. Le diagnostic clinique, le tableau clinique comprend trois syndromes. On a un syndrome lésionnel, un syndrome sous-lésionnel et un syndrome rachidien. Donc, il faut simplifier ces syndromes pour pouvoir les reconnaître facilement. Donc, on commence par le syndrome lésionnel. Le syndrome lésionnel, il traduit l'atteinte du neurone périphérique, du métamère. Il s'agit d'un syndrome radiculaire. En principe, il précède le syndrome sous-lésionnel. C'est quoi le syndrome? C'est le syndrome qu'on va voir après, c'est au niveau des racines. On a la moelle, quand les faisceaux sortent de la moelle, au niveau de la vertèbre, entre les vertèbres, c'est là qu'on a un syndrome lésionnel. C'est pour ça qu'on a la clinique donne des signes qui ressemblent à une atteinte périphérique. Périphérique, ça veut dire qui sortent de la partie centrale de la moelle. Et donc une atteinte des racines, ce qu'on appelle des atteintes radiculaires. Donc, quand on dit une racine, ça veut dire localisation. C'est-à-dire qu'on a une valeur localisatrice.
Les douleurs, ce sont des douleurs, bien sûr, on a des douleurs radiculaires, ils suivent le trajet du racine. C'est des douleurs fixes, vives, après du sens nocturne, impulsives à l'effort, à la toux ou bien à la défécation. Par exemple, on a une névralgie brachiale. Une névralgie brachiale. Pourquoi? Parce que les racines qui innervent les membres supérieurs descendent à partir de la région cervicale. Donc, névralgie, c'est quoi? C'est des douleurs, névra, c'est le nerf, algie, c'est des douleurs, c'est des douleurs qui suivent le trajet d'un nerf. Donc, c'est une névralgie brachiale. Thoracique, c'est une névralgie au niveau de l'hémiceinture. Lombaire, on a une sciatique ou bien une cruralgie. D'accord? Ah, la sciatique, c'est des douleurs radiculaires. Ah, c'est bien. Et à ces douleurs radiculaires, on a des signes neurologiques subjectifs. Subjectifs, c'est-à-dire que raconte le patient. On a des paresthésies, une hypo ou une paresthésie, tous les dans les territoires surtout radiculaires. Et on peut trouver à l'examen des signes comme une paralysie radiculaire avec abolition des réflexes ostéotendineux, c'est-à-dire une diminution, voire même des abolitions des réflexes et une amyotrophie au niveau de ces membres. Donc, on a vu maintenant le syndrome lésionnel, d'accord? Le syndrome sous-lésionnel. Le syndrome sous-lésionnel, c'est quand c'est en fait surtout au niveau des fibres médulaires longues. C'est-à-dire que c'est la souffrance médulaire. Et quand on dit une souffrance médulaire, c'est les cours de neurologie, c'est le cours de sémiologie. C'est-à-dire, elle se manifeste, bien sûr, les signes se manifestent au-dessous du niveau lésionnel. Parce que au-dessus, tout va bien. Mais au-dessous, il y a un problème. D'accord? Donc, ce syndrome va intéresser la motricité et peut nous donner un syndrome pyramidal, la sensibilité et donner les deux syndromes qu'on a vus, et la fonction sphinctérienne. D'accord? Pour la motricité, on a des claudications neurogènes indolores, c'est-à-dire une difficulté à marcher, des réductions du périmètre de la marche, une paraparésie. On a parésie, c'est une faiblesse musculaire partielle. Donc, quand on dit para, c'est une faiblesse musculaire partielle des membres inférieurs, parfois paraplégique spasmodique. C'est-à-dire paraplégie spasmodique, c'est une faiblesse musculaire totale avec une augmentation du tonus musculaire. À l'examen, on retrouve des signes d'atteinte pyramidale. Donc là, on retrouve des signes d'atteinte pyramidale avec un déficit moteur vrai, des réflexes vifs, diffus, polycynétiques, et même un signe de Babinski qui est pathognomonique à l'atteinte pyramidale. D'accord? On a aussi une atteinte sensitive qui peut intéresser tous les modes, ou bien certaines atteintes sensitives. On a l'atteinte coordonale postérieure, comme vous l'avez imaginé tout à l'heure, il rentre par la partie postérieure, il monte tout de suite, il décline au niveau de la partie inférieure du bulbe. Donc, l'atteinte coordonale postérieure, c'est des douleurs constrictives, des paresthésies, des impressions de marcher sur le coton. L'atteinte sensitive profonde donne une instabilité, c'est-à-dire, c'est le syndrome coordonal postérieur. On a un signe de l'hernie, par exemple, lors de la flexion de la nuque, on a une décharge au niveau des membres. On a à la fermeture des yeux, on a une aggravation des signes à la fermeture des yeux. On a un déficit de la sensibilité vibratoire, d'accord? Et l'atteinte de la sensibilité superficielle. Comme on a dit, la sensibilité superficielle, le faisceau entre dans la partie postérieure et il détisse tout de suite, puis monte. Donc, on a une hypo ou une anesthésie au-dessous de la lésion et dans la limite supérieure oriente vers le niveau lésionnel. C'est-à-dire, ça touche le froid, le chaud. C'est-à-dire, quand on examine, par exemple, l'abdomen ou bien le torse du patient, quand on trouve une diminution de la sensibilité dans un étage métamérien, on dit c'est un niveau lésionnel. D'accord? Donc, on aura à peu près une idée sur la lésion, où elle se situe. Mais on a aussi l'atteinte sphinctérienne et plus tardive avec des missions inférieuses pour la curie et d'incontinence. Et en troisième lieu, on a le syndrome rachidien. Donc, il est au premier plan dans les causes vertébrales, surtout s'il y a des causes vertébrales comme des métastases et des spondylodiscites. C'est des douleurs de type inflammatoire qui diurne et nocturne, qui est peu calmée par les antalgiques et précède de plusieurs semaines l'atteinte neurologique. À l'examen, on peut avoir ce qu'on appelle le signe de la sonnette.
La sonnette, pourquoi? Parce que lors de la palpation, où il y a la percussion de la vertèbre qui est plutôt touchée, on a une douleur qui est déclenchée. C'est comme une sonnette, d'accord? Quand on touche, il y a un cri, d'accord? À cette douleur s'associe une raie de réflexe et parfois une déformation qui est visible à l'inspection. Donc, on a vu le syndrome sous-lésionnel, le syndrome lésionnel et le syndrome rachidien. Je pense que c'est ça la contrition médicale, d'accord? Mais on ne va pas s'arrêter là. Là, j'ai ajouté ça au cours parce que c'est un syndrome qui prête beaucoup confusion chez les étudiants, mais aussi c'est un syndrome qui se répète beaucoup dans les QCM, c'est le syndrome de Brown-Séquard. Le syndrome de Brown-Séquard, c'est quoi? C'est un syndrome de section ou bien d'atteinte de l'inimoelle. C'est-à-dire quand on a une inimoelle atteinte. Là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le faisceau spinothalamique et le faisceau coordonal postérieur. Pour simplifier les choses, on a le faisceau pyramidal qui est un faisceau descendant. Il décusse dans la partie inférieure du bulbe et il descend au niveau de la moelle. Le faisceau spinothalamique, on a dit qu'il change de côté. D'accord? Il change de côté lorsqu'il rentre dans la moelle. Et le faisceau coordonal postérieur, il monte directement lorsqu'il rentre dans la moelle. D'accord? Et c'est pour ça que c'est important de connaître ces repères anatomiques. Là, vous en voyez pas, hein, c'est les fibres de part et d'autre de chaque fibre. Donc là, lorsqu'on a un syndrome de l'inimoelle, c'est-à-dire une atteinte médulaire ici, c'est-à-dire le côté gauche du patient, le côté droit du patient, on a une lésion de l'inimoelle gauche, on a le faisceau spinothalamique du côté gauche, il décusse. Il décusse et il monte dans le côté droit. Donc, il n'est pas touché, d'accord? Mais par contre, ce qui est touché ici, le faisceau pyramidal, quand il descend, il est bloqué ici. Le faisceau coordonal postérieur, on a dit qu'il monte, il est bloqué ici. Et le faisceau spinothalamique de l'autre côté, quand il monte, il est bloqué. Et c'est ça, le syndrome de Brown-Séquard. Le syndrome de Brown-Séquard, c'est quoi? C'est un syndrome de l'inimoelle. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On a du côté de la lésion, qu'est-ce qu'on aura? On aura un syndrome pyramidal, d'accord? Et un syndrome coordonal postérieur, qu'on voit ici. Et du côté opposé à la lésion, on a un syndrome spinothalamique, parce que c'est le spinothalamique de l'autre côté qui est touché. D'accord? Donc, pour comprendre le syndrome de Brown-Séquard, il faut connaître l'anatomie et surtout les trois faisceaux. D'accord? Donc, du côté de la lésion pyramidale, coordonale postérieure, et du côté opposé, on a une atteinte spinothalamique. D'accord? Parce que le spinothalamique du même côté de la lésion, il n'est pas touché, parce qu'il passe de l'autre côté, et l'autre côté, tout marche. C'est clair? Là, pour ce schéma, pour résumer plutôt les trois syndromes, on a vu le syndrome lésionnel, ici, et pratiquement pour schématiser, il est touché ici, lorsque l'homme, par exemple, il comprime les racines nerveuses, qui donne une atteinte plutôt périphérique, une abolition des réflexes, des douleurs, des signes plutôt localisateurs. Le syndrome sous-lésionnel, lorsque la moelle est touchée, mais ça donne des signes au-dessous de la lésion. Et donc, on a différents syndromes qu'on peut voir, le syndrome pyramidal, coordonal postérieur, spinothalamique, et on a le syndrome rachidien lors de l'atteinte vertébrale, avec des douleurs de type inflammatoire, et on a ce qu'on appelle le signe de la sonnette. D'accord? Là, c'est pour voir les formes cliniques qu'on a. On a les différents dermatomes avec leur métamère ici. Et donc, on a plusieurs formes cliniques selon la compression médulaire et selon la localisation. Par exemple, les compressions cervicales hautes entre C1, C4 et hautement situées. On a un déficit moteur comme les régions cervicales inertes, les membres supérieurs. Donc, on a une quadriplégie, c'est-à-dire l'atteinte motrice, faiblesse musculaire au niveau des quatre membres. Spastique, c'est-à-dire hypertonique, une augmentation du tonus dans l'atteinte pyramidale. On a le syndrome sous-lésionnel. On a dit le syndrome sous-lésionnel, c'est les atteintes médulaires. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, ici, c'est l'atteinte pyramidale.
Le syndrome lésionnel s'exprime par des paralysies diaphragmatiques, une paralysie du sternocleidomastoïdien, du trapèze, un hoquet, signant la compression, une nerf phrénique. On a aussi plusieurs types de compression selon l'étiologie. On a par exemple entre C5 et D1 une paraplégie spastique parce qu'on est en bas, c'est-à-dire les membres inférieurs sont plus touchés, les membres supérieurs sont plutôt respectés. Donc paraplégie spastique, c'est un syndrome sous-lésionnel. Névralgie cervico-brachiale, syndrome lésionnel. Aussi, en C1, on peut observer un syndrome de Klopp-Bernard-Horner. L'atteinte de la moelle, on a une paraplégie sous-lésionnelle, des douleurs de la ceinture thoracique, une anesthésie en bande, de la moelle lombo-sacrale, paralysie des quadriceps, avec abolition des réflexes osteotomineux, mais les réflexes osteotomineux acquis et un signe de Babinski bilatéral, avec des troubles sphinctériens. Donc, le signe de Babinski, ça signe surtout une atteinte pyramidale. Donc, il y a différentes formes cliniques en fonction de la localisation. Au niveau du corps terminal, devant des troubles moteurs, une abolition des réflexes cutaneo-abdominaux, abolition des réflexes crémastériens, un signe de Babinski. Il existe de façon constante et sévère des troubles sphinctériens ainsi que des troubles sensitifs. D'accord ? Donc, la compression médulaire chez l'enfant. La compression médulaire chez l'enfant, elle n'est pas vraiment si différente que la précédente. On observe des déformations rachidiennes précoces, des scolioses, kyphoses, la boiterie, des troubles sphinctériens qui évoquent le diagnostic. Les compressions médulaires tumorales peuvent s'exprimer par un tableau d'hypertension intracrânienne avec un œdème papillaire, une hémorragie méningée ou une hydrocéphalie, parce que ça entraîne une pression qui remonte vers le haut et entraîne une répercussion vers l'hypertension intracrânienne. Pour les examens complémentaires, on a plusieurs examens. On a les examens biologiques et les examens radiologiques. Les examens biologiques sont utilisés pour une élimination de diagnostic. Par exemple, la vitesse de sédimentation, elle est élevée parfois. La CRP aussi, on peut l'utiliser au cours des atteintes inflammatoires, tumorales ou bien infectieuses. La formule aussi peut nous orienter vers une atteinte infectieuse ou bien hématologique. La ponction lombaire est aussi importante. On retrouve dans ces tableaux de compression médulaire ce qu'on appelle la dissociation immunocytologique, c'est-à-dire lors de l'étude de la protéinorachie, on retrouve une augmentation qui contraste avec une étude cytologique. Et comme les protéines ont une couleur assez spécifique qui est plutôt jaunâtre, on retrouve une étude parfois qui est xanthochronique. D'accord ? Pour les examens radiologiques, on a plusieurs examens radiologiques, comme la radiographie standard, qui peut nous dire parfois elle n'est pas très spécifique, mais sur le champ, elle peut nous faire voir une fracture, un pincement, une vertèbre bonne, des écarts entre les vertèbres, des calcifications. Mais cet examen n'est pas vraiment spécifique. On a aussi le scanner rachidien, orienté avec pour voir l'aspect liquide ou bien condensante des vertèbres, et l'injection peut aussi parfois nous montrer l'aspect tumoral de certaines lésions, mais l'examen de choix dans ce type de compression médulaire, il reste toujours l'IRM. Il est plutôt dans les questions du QCM, vous avez trouvé quel est l'examen de choix pour une compression médulaire, c'est l'IRM bien sûr. On élimine bien sûr les contre-indications comme le pacemaker, le cardiaque, et cet examen IRM permet l'étude de l'os, du nerf, de la moelle aussi, et l'injection du produit de contraste permet d'étudier la nature tumorale. La myélographie aussi permet aussi de l'étude de la nature de la compression musculaire, surtout en absence de contre-indication à l'IRM, et les examens électrophysiologiques, notamment les potentiels évoqués sensitifs, qui permettent d'un allongement du temps de conduction. Peut-être vous entendez parler de ce potentiel évoqué sensitif, couramment. Les potentiels évoqués, c'est plutôt une étude de la conduction nerveuse, c'est des récepteurs situés au niveau du cerveau, c'est comme un EEG, mais plutôt spécifique, et on met
des capteurs au niveau de la main et au niveau des pieds, par exemple, et on envoie un signal qui va emprunter les voies motrices et les voies plutôt sensitives, et le recueil va être dans le cerveau par ces électrodes spécifiques. Et donc, on aura une conduction qui va nous dire s'il est allongé, ça veut dire qu'on a un problème de transmission. On a un problème de transmission médulaire, surtout, et donc de l'intérêt de cet examen, potentiel évoqué, somesthésique. Maintenant, on a vu les différents diagnostics. Maintenant, ce qu'il faut éliminer, c'est les tableaux qui semblent similaires à cette compression médulaire, mais ce n'est pas une compression médulaire. On a dans un premier lieu, on appelle les polyradiculonévrites aiguës. Par exemple, le syndrome de Guillain-Barré. Le patient a une évolution ascendante avec un déficit moteur au niveau des membres inférieurs, d'accord? Donc, ça signe un déficit moteur, donc une compression médulaire, mais non. La différence est que c'est un tableau qui a une atteinte périphérique pure, c'est-à-dire qu'on n'a pas de signe de Babinski, on n'a pas une hypertonie, on a plutôt une hypotonie, on a des réflexes qui sont abolis et le déficit est ascendant. D'accord? Pour la radiculonévrite aiguë. On a aussi la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une évolution qui s'installe progressivement aussi, mais l'aspect change parce que c'est des hypersignaux. Il y a une localisation multifocale, c'est-à-dire à atteint la moelle aquatique, le cerveau aussi. Et donc, on a besoin ici de compléter par la fonction lombaire aussi et une IRM cérébrale associée. On a aussi la sclérose latérale amyotrophique, c'est la SLA. Elle peut simuler un tableau de compression médulaire, mais c'est un tableau moteur pur. On n'a pas de signe sensitif ou sphinctérien et on a des fasciculations et une atrophie qui est en regard d'un territoire donné. Et là, l'examen complémentaire le plus spécifique ici, c'est l'électroneuromyogramme, le EMG. Et on a le tableau de sclérose combinée de mal. C'est un tableau qui est plutôt d'une atteinte qui se convert à un déficit en vitamine B12. Il a plutôt parfois une atteinte pyramidale et coordonnale postérieure associée. Et là, une simple formule peut montrer une macrocytose et un dosage de la vitamine B12 peut nous orienter vers cette atteinte. Donc, pour le diagnostic étiologique. Le diagnostic étiologique, on a trois grandes étapes. On a les causes extradurales, c'est-à-dire en dehors de la dure nerf, les causes intradurales et extramédulaires, c'est-à-dire entre la moelle et la dure nerf, et les causes intramédulaires. Pour les causes extradurales, on commence par les tumeurs. Les tumeurs, c'est les métastases vertébrales, c'est la cause les plus fréquente. Il y a beaucoup de QCM sur ces diagnostics étiologiques, notamment la cause la plus fréquente des tumeurs, la cause la plus fréquente des causes extradurales, c'est plutôt tumorale, les métastases vertébrales. D'accord? La diagnostic est facile par la présence d'un cancer ostéophile, un syndrome rachidien qui est plutôt prononcé, et le diagnostic se fera par l'intervention chirurgicale des compressions. On a aussi les hémopathies malignes, d'accord, comme le lymphome de Hodgkinien, le myélome multiple, les lymphosacromes, et là, la chimiothérapie et la radiothérapie a un rôle très important. Et on a certaines tumeurs vertébrales primitives aussi qui peuvent être en cause. Mais on a aussi les causes dégénératives, comme les hernies discales cervicales, où on a, se manifeste par un tableau de compression latérale dans la moelle, comme on a vu tout à l'heure avec un syndrome de Brown-Séquard, et des sténoses congénitales ou acquises du canal rachidien. Donc, on a vu dans les causes extradurales, les causes tumorales, les causes dégénératives et les causes infectieuses. Les causes infectieuses, elles réalisent le tableau d'icite ou de spondylodicite, atteinte du disque et de la vertèbre, avec une extension secondaire parfois vertébrale, quelle que soit l'origine tuberculose, par exemple, elle nous donne le mal de Potte, brucellienne ou à germe banaux, staphylocoque, la clinique devant des signes de compression médulaire, un syndrome rachidien qui est très important parce que la vertèbre est touchée, et des signes infectieux très nets. Donc, radiologiquement, on peut observer des pincements discales, une érosion, parfois des abcès paravertébraux
L'IRM, on a dit dans les compressions musculaires, l'IRM est un examen de choix et permet de détecter les formes précoces. Et le traitement, il est chirurgical par décompression et parfois il est médicamenteux par l'utilisation d'une antibiothérapie qui est plutôt adaptée. On a vu les causes extradurales. Maintenant, les causes intradurales et extramédulaires, c'est-à-dire entre la dure nerf et la moelle. C'est-à-dire on n'est pas dans la moelle, on est entre la moelle et la dure nerf. On a les causes intradurales et extramédulaires, ça tombe aussi beaucoup dans les QCM. Il y a deux étiologies que vous devez connaître, les neurinomes et les méningiomes. Les neurinomes se développent surtout à partir de la gaine de Schwann et d'une racine qui peut avoir une expansion extra-rachidienne, d'accord, et parfois donner une neurinome en sablier, et se trouve parfois dans 10% dans ce qu'on appelle les neurofibromatoses, d'accord. Et le méningiome, comme son nom l'indique, se développe à partir des méninges, surtout chez la femme, au niveau de la partie dorsale. Et ces deux tumeurs se développent très lentement sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et le traitement chirurgical et curatif permet le plus souvent une exévèse totale. Donc, on a vu les causes extradurales, les causes intradurales et extramédulaires, et les causes intramédulaires. Maintenant, on va voir les causes intramédulaires. Maintenant, on est au niveau de la moelle. Le tableau débute par des troubles sensitifs qui précèdent le tableau typique, comme par exemple la syringomyelie, on a un syndrome suspendu, avec conservation du tact, on a une conservation du tact au niveau d'un certain métamère spécifique et perte seulement de la sensibilité douloureuse et thermoalgésique. L'IRM est l'examen de choix et permet de suspecter la nature de la lésion. D'accord? Et là, on a plusieurs types de lésions qui peuvent être, qu'on peut voir, comme par exemple les syringomyélies. On a discuté, c'est au niveau du centromédulaire. Quand on parle de lésions au niveau de centromédulaire, au niveau du centre, pourquoi on a une atteinte des vaisseaux thermoalgésiques? Parce qu'on a vu que la sensibilité superficielle, quand il rentre dans la partie postérieure de la main, il diffuse tout de suite. Donc, quand la lésion elle est au centre, donc il y a une interruption, donc une atteinte de la sensibilité thermoalgésique. On a les astrocytomes, les épendymomes, les hémangioblastomes. D'accord? Le traitement est difficile car la tumeur est en intramédulaire et donc parfois l'ablation de la tumeur parfois entraîne des séquelles neurologiques. Pour le traitement, on parle thérapeutique. Et donc, quand on parle d'une urgence thérapeutique, c'est une prise en charge dans un milieu chirurgical. D'accord? Donc, une prise en charge en urgence dans un milieu neurochirurgical. Parfois, on a recours à des moyens médicamenteux. La rééducation est très importante aussi. La partie chirurgicale, neurochirurgicale, allez, pour les voir d'abord, pour enlever la tumeur selon les protocoles spécifiques et selon aussi l'étiologie, et la chimio et radiothérapie selon le contexte étiologique. D'accord? Donc, on est arrivé à la fin. Ce qu'on appelle l'habitude, on met la conclusion, mais ici, je trouve que c'est approprié le take-home message. Quand on est période de confinement, donc vous êtes à la maison, vous suivez le cours, donc c'est le take-home message. Vous devez retenir en dernier. Donc, ce qu'on retient en dernier, c'est que la compression médulaire, c'est une lampe constitue une urgence. Une urgence, dans un premier lieu, on a dit diagnostic et thérapeutique. Diagnostic pour reconnaître les signes de début, parfois ils peuvent être discrets, et tant qu'on intervient tôt, tant que c'est bien. Et thérapeutique, parce que si on ne fait pas un geste rapidement, on peut avoir une myélomalacie, c'est-à-dire une ischémie médulaire irréversible et des séquelles définitives. Le rappel anatomique, on a vu la moelle aussi, la moelle épinière, les méninges, on a vu en extérieur la dure nerf, l'arachnoïde, la pinaire, puis la moelle épinière, les voies longues motrices, atteinte pyramidale, qui est descendante, épicus au niveau de la partie inférieure du bulbe, puis descend au niveau de la moelle, et les fibres sensitives, le sensibilité profonde vient de la partie postérieure et elle monte tout de suite et elle change de côté au niveau de la partie inférieure du bulbe, et la sensibilité superficielle
elle rentre dans la partie postérieure et elle diffuse tout de suite et elle monte vers les aires sensitives et leur organisation fonctionnelle, bien sûr. Il faut connaître aussi le diagnostic clinique. On a le syndrome lésionnel avec un syndrome, on a dit, radiculaire, avec ici, au niveau de la racine. Radiculaire, il est localisateur. Les douleurs radiculaires, parfois une paralysie, une abolition des réflexes ostéotendineux, une amyotrophie, d'accord? On a le syndrome sous-lésionnel. Le syndrome sous-lésionnel, comme on le voit ici, c'est-à-dire à partir de la lésion au-dessus. Tout, parce qu'au-dessus, tout va bien. On a une atteinte du fibre médulaire longue. La motricité, on a un syndrome pyramidal. La sensibilité, une atteinte de la sensibilité superficielle et profonde. Et l'atteinte sphinctérienne. Et on a le syndrome rachidien. Là, c'est en cas de cause vertébrale où on a une douleur inflammatoire, signe de la sonnette, raideur, déformation. Si vous avez retenu ça, c'est-à-dire que vous avez compris le tableau de compression médulaire. C'est très simple. Il faut connaître les syndromes, ces syndromes lésionnels au niveau de la racine, sous-lésionnels, c'est-à-dire la sémiologie médulaire, et rachidien en cas d'atteinte vertébrale. On a vu aussi le syndrome de Brown-Séquard, qui est une atteinte de ligne moelle, et on a, pour le syndrome de Brown-Séquard, on a du côté de la lésion et du côté opposé de la lésion. Du côté de la lésion, on a un syndrome coordonnal postérieur et un syndrome pyramidal. Et du côté opposé à la lésion, on a un syndrome spinothalamique. Parce que le faisceau, comme on a dit, spinothalamique, il décusse, il change de côté et il monte. D'accord? Il change de côté dans la moelle, il le retrouve bloqué. Ça veut dire qu'on a du côté opposé. Une petite astuce, lorsque vous avez dans le QCM, un QCM d'un syndrome de Brown-Séquard, on avait une question dans le syndrome de Brown-Séquard, vous le trouvez. Donc, vous ne lisez pas les questions parce que vous allez être les réponses, vous allez être embrouillé. Donc, vous écrivez à côté de vous, du côté de la lésion, qu'est-ce qu'on a? Et du côté opposé à la lésion, qu'est-ce qu'on a? Puis, vous regardez votre QCM et vous répondez facilement. D'accord? Parce que là, des fois, le côté de la lésion, le côté opposé, ça embrouille certains. Si vous avez oublié un peu l'anatomie, vous écrivez directement la réponse, ce qui est le syndrome de Brown-Séquard et revoyez la question tout de suite. Donc, la compression médulaire, on a vu la compression médulaire selon le niveau, les formes cliniques et l'enfant. Les examens complémentaires, on a plutôt les examens biologiques et les examens radiologiques. Biologique, FNS, VS et CRP, plutôt pour rechercher une cause inflammatoire, infectieuse. Et l'APL, où on retrouve le plus souvent une dissociation albuminocytologique. Et les examens radiologiques, donc l'IRM médulaire, c'est l'examen de choix dans le tableau de compression médulaire. Le diagnostic différentiel, on a vu les tableaux de neuropathie aiguë, comme a tous les radiculonérites aigus ou syndrome de Guillain-Barré. On a vu la sclérose en plaques, la sclérose combinée de moelle et la sclérose latérale amyotrophique qui sont les principaux diagnostics différentiels qu'on peut avoir dans le tableau de compression médulaire. Et dans le diagnostic étiologique, c'est en fonction de la localisation. Vous voyez ici, c'est un bon schéma, la durnaire, l'arachnoïde, l'apimaire et la moelle. On a dit que l'espace sous-arachnoïdien, il est là, entre l'arachnoïde et la durnaire. D'accord? Donc, on a dans un premier lieu les causes extradurales, c'est-à-dire en dehors de la durnaire. On a les causes tumorales, dégénératives et infectieuses. Tumorale, la cause la plus fréquente, c'est les métastases vertébrales. Les métastases vertébrales, les causes dégénératives, d'accord, et les hernies discales cervicales et les causes infectieuses. On a aussi les causes intradurales et extramédulaires, d'accord. Intradurales, donc d'ici à là, c'est-à-dire que la moelle n'est pas touchée. Et là, les étiologies la plus importantes, c'est les neurinomes et les méningiomes. Et les causes intramédulaires. Les causes intramédulaires où on a une syringomyelie, les astrocytomes, les épendymomes et les hémangioblastomes parce que c'est les lésions plutôt du tissu nerveux qui est touché. Et je pense qu'on a terminé. Merci de votre attention.